Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Sébastien Bourdet qui nous fait le plaisir de nous accorder un petit peu de temps entre deux séances d'essai pour parler un petit peu de ce début de saison et puis de la saison qui arrive et puis on essaiera d'élargir un petit peu les questions si on a le temps. Donc d'abord, bonjour Sébastien, Ouais, bonjour, ça va bien? ça va très bien. Tu peux nous dire où tu es actuellement ou c'est confidentiel? In on the Lakes à Sebring. Ok, très bien. Euh, alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Bon, je pense que tu as eu le temps un petit peu de digérer. C'est quoi ton retour sur les 24 heures de Daytona de cette année-là? Bah, c'est une déception forcément, hein. On avait une voiture qui était dans le coup, qui clairement allait nous permettre de finir sur le podium. À quelle position, ça c'était un peu plus difficile de le savoir, mais il y avait des perspectives et puis malheureusement, on a eu un problème qui a mis fin à nos espoirs. Donc c'est toujours difficile, mais bon, ça fait partie de la course, même si c'est vrai que de notre côté, sur ce programme, on n'a quand même pas énormément de réussite. Donc c'est vrai que ce serait pas mal si ça voulait aller taper à la porte des autres un peu. Par contre, on a vu que la Cadillac enfin, était clairement dans le coup en performance. Sur quoi le constructeur en fait a mis l'accent pendant l'intersaison là, au niveau des évos techniques, de la préparation? Enfin, de ton point de vue, qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à la saison dernière? Rien en fait. Il y a eu zéro évolution sur la voiture. On est tous complètement figés. Les portes ont été à demi réouvertes avec un réajustement de règlement, mais c'était beaucoup trop tard pour valider et lancer quoi que ce soit. Cadillac se sentait pas prêt à, à faire des évos sans savoir vraiment où ils mettaient les pieds, en n'ayant pas eu plus de temps que ça pour vraiment réfléchir à réhomologuer quoi et comment et dans quel secteur. Donc, au niveau technique, la voiture est la même. Après, forcément, il y a des évolutions au niveau software, au niveau système. Euh, Optimisation, d'essayer d'être le plus proche possible toujours de la limite de puissance que la BOP dicte. Euh, les réglementations ont encore été un peu plus resserrées par rapport justement aux courbes de puissance. Il y a encore moins d'autorisation de pic où on peut passer au-dessus du max autorisé et le temps qui est imparti pour revenir dans les clous est encore plus court. Donc pour les motoristes et pour les systémistes, c'est beaucoup plus difficile encore. Dès qu'on prend une petite bosse, un vibreur, quelque chose, t'as des petits pics de puissance et faut ramener ça dans les clous tout de suite. Donc c'est pas évident. Ça demande beaucoup de travail en amont et derrière après dans les camions pour essayer de faire en sorte d'optimiser la perfo. Donc c'est vraiment là-dessus la gestion du diff, la gestion de l'hybride qui nous permet justement de contrôler un certain nombre de choses par rapport au frein moteur, comment ça évolue sur les phases de freinage, sur les phases d'entrée, une fois que la voiture est en appui. Euh, il y a pas de changement de pièce, mais il y a eu énormément de changements de système. Et cette saison, justement, l'équipage va être un paramètre pour la performance. Chez Cadillac, est-ce que les pilotes ont leur mot à dire sur la composition des équipages? Oui, bon, c'est toujours des discussions qui sont ouvertes. Maintenant, avec Ringer, on s'entend très bien et on se complète bien. Donc, il n'y a pas je dirais, que pour nous, il y a vraiment pas de besoin de même vraiment d'en parler, quoi. Ça se passe bien. Je pense on est deux pilotes de qualité qui encore une fois se complètent bien. Et puis quand on a le renfort de Scott sur les courses longues, je pense que c'est difficile de voir un meilleur équipage. Donc après, ce qui se passe en WEC, c'est un petit peu différent. Ça a été un peu plus compliqué d'intégrer Richard au groupe existant avec Earl et Alex. Donc ils ont décidé de changer la direction sur cet équipage-là. De notre côté, c'est un petit peu plus limpide, on va dire. D'accord. Et concernant la catégorie donc GTP en IMSA, on entend beaucoup dire que les voitures sont assez proches du comportement des GT. Toi qui as connu les deux justement en roulant à la fois pour Ford et pour Peugeot il y a quelques années, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cet aspect?
Non, non, c'est pas des GT, c'est des voitures qui sont quand même beaucoup plus rigides et on est beaucoup plus proche de ce qu'une DPI pouvait faire que d'une GT. Maintenant, c'est vrai que il y a moins d'appui que sur les anciennes DPI et il y a plus de puissance. Donc, la voiture étant aussi un peu plus lourde, ça fait une coupe un peu différente qui fait qu'il faut s'adapter, mais ça reste quand même un proto sur des pneus qui sont hyper perfos, même s'ils sont parfois un petit peu difficiles à utiliser dans les conditions froides, Hmm. ou en tout cas des conditions plus froides que leur fenêtre de fonctionnement le demande. Donc c'est là où les autos deviennent vraiment compliquées à conduire. Mais sinon, globalement, on est quand même sur des voitures qui sont quand même très perfo là. À Sebring, on est quand même encore une fois sur des chronos. Ça roulait encore hier en 47. Euh, ça fait 45 en qualif. On est à 2 secondes des LMP1 quoi. Donc c'est pas non plus. C'est pas Ça reste complètement différent, quoi. non non, c'est quand même des autos qui mettent du gaz quoi. Donc et encore une fois, c'est par la fenêtre d'homologation qui a été décidée, c'est des voitures qui pourraient très très facilement aller 2 secondes plus vite quoi. Donc puisque les moteurs sont capables de sortir plus de chevaux et il a fallu pour tout le monde pour se mettre dans les fenêtres d'homologation aéro, trouver des moyens de rajouter de la traînée et enlever de l'appui. Et les versions initiales qui étaient sorties de toutes les autos étaient trop perfos. Donc c'est euh, c'est quand même une catégorie qui est vraiment qui est sur du détail et les variations sont relativement faibles entre les LMDH en tout cas. Et c'est vrai que la balance LMH et LMDH est plus difficile à trouver parce on est sur des Hmm. solutions techniques qui sont tellement différentes avec des gros systèmes hybrides 4 roues motrices contre des voitures 2 roues motrices avec un système hybride beaucoup plus petit et unique. Mais malgré tout, on est quand même sur des autos qui sont à un niveau de perfo intéressant. Ok. Bon, tu fais une transition parfaite pour la prochaine question, en tout cas, merci. Euh, en IMSA, tu as affronté Acura, qui est sur une base Oreca. L'année prochaine, en Europe, on va avoir Alpine qui va arriver aussi avec une base Oreca. Comment tu les vois et comment tu peux essayer de les placer par rapport à vous? Ouais, je pense que par rapport à ce qu'on a vu, encore une fois, Oreca reste un petit peu la référence, même si tout le monde se trouve un peu dans la même boîte, je pense que leur expérience fait qu'ils ont quand même sorti encore une fois une auto particulièrement performante. Bon, après, il y a un moment, quand tu mets 40 kilos dedans, comme c'était le cas à Daytona, ça a tendance à tuer le bébé un petit peu, mais je pense vraiment que c'était une bêtise. Je pense que nous, on aurait bénéficié d'être un petit peu plus lourd et avoir plus de puissance, beaucoup plus dans les lignes de Porsche et Acura était trop lourd. Donc il y a un moment, on se rend compte en fait qu'au bout du compte, s'il laissait tout le monde au même poids et à la même puissance, je pense qu'en fait, on serait pas si loin que ça, quoi. Donc je pense que il y a vraiment des petits ajustements à faire, mais globalement, le spectacle est là et les perfos sont serrés, quoi. Ok, merci. Du coup, on va changer de casquette. On va reprendre ta casquette de spécialiste monoplace américaine, Sébastien, parce qu'aujourd'hui, je pense que avec ton background, c'est plutôt impressionnant. Aujourd'hui, tu te laisses la porte ouverte, en fait, encore à l'IndyCar, ou tu penses que tu vas maintenant te concentrer à 100% sur l'endurance? Non, là, c'est l'IndyCar, c'est fini. Je dis pas qu'il y aura pas une pige un jour s'il se passe quelque chose et qu'on on a besoin de moi, mais c'est de moins en moins quelque chose qui est d'actualité. Et puis c'est parce que je suis de moins en moins récent, en fait, tout simplement. Maintenant, je vais arriver à 45 ans dans quelques jours. Ça fait maintenant 2 saisons que je fais plus de comment, pardon, de monoplace. Et donc, il y a un moment, il faut tourner la page. C'est la suite logique des choses. Tu suis quand même encore un petit peu l'IndyCar? Ouais, au moins, Ah oui, bien sûr. Moi, c'est une catégorie que j'adore et je dirais pas que j'ai décidé d'arrêter l'IndyCar. Les circonstances ont été ainsi. Le rebond post structure de contrat de la part de Dell fin
fin 2019 m'a un petit peu assassiné. Et c'est vrai que même si ça avait été une saison un petit peu difficile où on n'avait pas forcément eu les résultats qu'on voulait, je pense que c'était un peu prématuré. Et après, bon, moi, l'aventure Foyt, elle était difficile. Il y a eu quelques coups d'éclat, mais il y a un moment, c'est trop compliqué. Et puis, c'est usant aussi de se sentir un petit peu à contre-courant, pousser pour faire quelque chose dans des équipes qui prétendent se donner les moyens, mais qui se les donnent pas vraiment, en fait. Et au bout du compte, tous ces programmes qui végètent un petit peu, qui sont en difficulté, il y a toujours des raisons bien spécifiques et très claires quand tu fonctionnes dans le système. Et j'avoue que depuis mon retour aux US et en IndyCar en 2012, j'ai quand même écumé un peu les programmes bancals et j'ai eu l'opportunité de pouvoir espérer, rêver à rouler dans la 10 ou dans des autos vraiment de qualité avec des grosses équipes. Malheureusement, les contrats ne sont jamais alignés par rapport à des engagements qui étaient dus ou qui ne devaient pas se renouveler à ce moment-là et ça n'a pas pu se faire. Mais il y a un moment, il faut juste tu peux juste pas dire non à un programme constructeur type Cadillac dans une catégorie comme on la connaît aujourd'hui en hypercar pour des peut-être et des hypothèses qui sont, on le sait, au bout du compte, plus difficiles que prometteuses, quoi. Mais clairement, comme tu dis, en IndyCar, il y a vraiment enfin, il y a des grosses structures et des équipes un peu plus. Alors, tu as utilisé le mot bancal, mais veut dire un peu plus en recherche de performance. Comment, avec ça en tête, tu analyses la performance de Romain Grosjean cette saison, enfin la saison dernière 2023? Moi, j'analyse pas grand-chose. Je pense que, enfin, ça a été une saison très difficile. Il y a eu de la perfo. Il y a eu à chaque fois quelque chose qui s'est passé qui a anéanti les efforts des week-ends. Maintenant, bon, c'est sûr que je pense pas qu'il l'avait écrit comme ça. Enfin, quand t'es chez Andretti dans une auto bien financée avec un gros sponsor et tout, la pression est importante et la pression de résultat. Et malheureusement, ça c'est parti un peu du mauvais pied et ça a continué de se détériorer pendant la saison, ce qui est toujours regrettable parce que je pense que tout le monde est au courant que Romain a énormément de talent et ça méritait mieux que ça. Maintenant, c'est aussi un championnat qui est extrêmement difficile, où ça se joue vraiment sur des détails. Un petit peu de réussite peut faire une saison où le manque de réussite complètement l'anéantir. Et c'était plutôt cette dynamique-là qui s'est installée pour lui en 2023. Euh, en plus de tout, je pense quand même qu'il y a quand même quelques petits challenges du côté Andretti où ils ont quand même eu du mal à mettre tout bout à bout, des pit stops vraiment qui n'ont pas forcément toujours été à la hauteur. Il y a Kyle qui fait une saison exceptionnelle, mais aussi beaucoup en dents de scie avec des grosses perfs, mais aussi des grosses désillusions. Donc, on voit bien que c'est loin d'être facile. Ceux qui vraiment surnagent dans le système, c'est Ganassi. Bon, je dirais c'est des phases tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant, ils semblent vraiment être ceux qui chaque week-end sont capables de minimiser les fluctuations et de toujours être devant, quoi. Donc, tu l'as dit il y a quelques minutes. Toi, maintenant, ça fait plusieurs années que tu as arrêté l'IndyCar à temps complet. Comment tu juges les évolutions techniques depuis que tu as arrêté le temps complet là-bas? Enfin, il y en a pas, Non, pas du il y en tout. a pas. Je veux dire là, ça fait 2 ans qu'ils galèrent à essayer de faire de sortir ce système hybride qui est Oui, au bout du compte un tout petit système hybride parce que c'est 30 chevaux. Euh, c'est même pas à la hauteur du push to pass. Donc c'est pour moi c'est vrai que c'est quelque chose qui est très coûteux, qui va rajouter énormément de poids à la voiture et la voiture va pas aller plus vite. Donc c'est décevant et je pense que du côté de Honda, la pression qu'ils ont mis médiatiquement justement, elle est très claire. Elle est par rapport à ça, et de dire il faut absolument que ce système y sorte, qu'il soit un petit peu plus mis en avant, mais malheureusement, c'est difficile de le mettre en avant parce que là, ils ont pris tellement de retard que, bah, très franchement, je pense que ce serait pas
ce serait pas du tout fair pour les équipes de le sortir en cours de saison. Il y a quelques équipes qui ont fait tout le développement, donc ils vont quand même avoir une bonne idée des répercussions des changements de répartition des masses, parce qu'on parle quand même de, je crois, 25 ou 30 kilos, il me semble, dans dans la, dans le bell housing. Donc, c'est 2%, je crois, de distribution des masses sur l'arrière. Donc, ça change un petit peu les données. Là, la voiture, en gros, ils ont, on appelle ça une entretoise, je crois, en France, entre la boîte et le moteur. Donc là, maintenant qu'ils sont passés sur une entretoise magnésium, forcément, la voiture est plus légère. Ils ont le nouveau, normalement, le nouveau canopy qui est censé être aussi pas mal réduit en poids. Donc tout ça, c'est en gros la voiture va être plus vite là que au début de saison que ce qu'elle a été en fin de saison dernière parce qu'elle va être plus légère. Maintenant, dès qu'ils vont mettre l'hybride dedans, ça va de nouveau aller moins vite parce que bah, le poids est toujours ton ennemi et en plus il est mal placé, donc la dégradation des pneus est plus importante. C'est un système qui est pas complètement intégré comme il peut l'être dans les hypercars par exemple. Il n'y a pas de brake-by-wire, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est un déploiement manuel ou semi-manuel, c'est une régène manuelle ou semi-manuelle. Euh, il n'y a pas de gestion de diff, il y a pas. Donc c'est quand même un système qui est un peu rustine quoi. Comme il est jeté dans une voiture existante, il est pas très très bien intégré. Ok. Selon toi, pour que l'IndyCar gagne en notoriété, est-ce qu'elle doit s'internationaliser ou rester aux États-Unis comme c'est déjà le cas? Euh, je pense que le plus gros challenge de l'IndyCar, c'est toujours la télé. C'est ce qui fait, c'est ce qui ouvre les possibilités d'avoir des deals sponsors plus importants ou pas. Si tu as une valeur ajoutée avec des chiffres télé qui sont élevés, tu sais vendre un programme à 5, 6 millions, 8 millions de dollars. Si tu n'as pas les chiffres télé, faut commencer à devenir un petit peu plus créatif, quoi. Commencer vraiment à explorer le business to business, les choses comme ça. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Euh, Force est de constater qu'il y a quand même du côté de chez Penske, du côté de chez Ganassi ou Andretti, il y a quand même et même McLaren ou Rahal d'ailleurs, il y a énormément d'activations qui font que aujourd'hui, malgré des chiffres télé qui sont en, en progression, mais qui restent un petit peu bas par rapport au niveau de dépenses engagées, euh, ça fonctionne quand même plutôt très bien. Maintenant, après, c'est sûr que pour augmenter je dirais l'euphorie entre guillemets derrière le système, il faut, oui, je pense que je comprends toujours pas très bien qui est avec la présence de Pato et le nombre de supporters mexicains, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une course au Mexique, ça semble pas cohérent. Quand on avait cette course à Mexico City et à Monterrey avec Dominguez, Fernandez, Michel et autres en champ car, on avait c'était dans les plus gros événements de l'année quoi. Donc je pense que vu la dimension qu'a pris Pato Howard, ce serait clairement un énorme succès. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas expliquer pourquoi. Et puis bon, d'un autre côté, c'est pas mon problème. Je suis plus dans le système, donc je peux que livrer mes impressions. Mais j'ai pas mal de difficultés à comprendre qu'ils aient pas réussi à mettre un événement de qualité en place. Je sais Et pas si, ah, pardon, je sais pas si tu as suivi, il y a le SRX là, qui avait été lancé, qui a fait un peu pchit quand même. Nous, vu de l'Europe, hein, le championnat, il a fait un peu pchit, malgré une grosse visibilité à la télé. L'Aeroc a été racheté par Evernham et Kaufman. Si je dis pas de bêtises, tu avais participé, toi, à l'Aeroc? Ouais, j'ai fait Ouais, l'avant-dernière saison, je crois, ok, ok, en 2005. ok. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, s'il te rappelle ou... Ouais, c'était sympa, hein, c'était sympa. Après, c'était tellement spécifique avec des voitures vraiment typées
pour les gars de la NASCAR que c'était quand même vraiment difficile de se mettre au niveau en si peu de temps. J'avais fait un peu illusion à Texas en gagnant une parce que Kurt Busch avait éclaté un avant-droite, mais bon, c'est quand même une discipline vraiment de spécialistes et si s'il n'y a pas quelque chose qui fait que c'est un petit peu plus au milieu entre avec des autos un peu moins typées NASCAR, c'est quand même compliqué. Alors après par rapport au SRX, ouais, ils ont bah, comme le fait Tony quoi, il fait toujours les choses en grand et bien et bon bah il y a un moment où c'est pas forcément évident économiquement de le faire fonctionner. Donc, il a mis les gros moyens. C'est quelque chose, comme tu le disais, qui avait une énorme visibilité, qui avait quand même du prime time en télé sur du mainstream. Donc, c'était important. Mais tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et il y a un moment où faut trouver les finances, quoi. Si on revient un petit peu là, justement sur toute la kayak que tu as pu faire en monoplace, aujourd'hui, si tu dois retenir quelque chose, une fierté particulière, ou alors en plus d'avoir, de mon point de vue, un peu défriché pour les pilotes français le marché US, est-ce que toi, tu retires une fierté sur une course particulière, sur un événement particulier? Bon, il y en a eu tellement, c'est difficile d'en Ah, sortir, hein. Quand tu gagnes 31 courses sur 73 épreuves en Champ Car en 5 ans, il y a trop de courses et de mémoires qui sont là. Après, je pense que les années qu'avait, et même la première année, enfin les deux premières années avec Dell, on gagne quand même à chaque fois des courses 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. On fait partie des très rares à gagner une ou deux courses tous les ans pendant 5 saisons, quoi. Donc ça fait partie des grosses fiertés parce que quand tu es capable d'aller chercher une victoire comme ça avec des plus petites structures et des plus petits moyens et d'aller faire la nique aux grosses équipes, c'est quand même c'est un gros point de satisfaction. donc toi, prochain rendez-vous pour toi, c'est Sebring, c'est ça? Qatar, Qatar, je pars le Ah oui, Qatar, 21 pardon. Ouais, février. ah oui. Puis je pars avec le prologue, du coup on part 11 ou 12 jours et puis après ce sera Sébrine. Ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Voilà. On va te laisser, on va te laisser reprendre la route du circuit. Et puis, bah, écoute, on te souhaite une bonne fin de saison, une bonne fin de saison en tout cas, une bonne Une continuation sur bonne cette saison. saison. Ouais, une bonne saison avec ce gros programme quand même, parce que du coup, de mener les deux de front, c'est pas anodin. Je pense que tu vas passer pas mal de temps en dehors de chez toi. Ouais, bah, il n'y a pas vraiment de programme en fait. Là, je fais le Qatar. Ils décideront comment ils s'organisent. Mais bon, les courses de 6 heures seront faites à deux en WEC. Et moi, on espère quand même que la nôtre sera prise pour Le Mans. Donc, normalement, je serai pas le troisième pour Le Mans. Et, euh, et Renger devrait s'y coller pour Bahreïn. Donc voilà, on est là en renfort. Ok. On va te retrouver en commentaire sur Canal Plus ou pas? Peut-être, c'est vrai qu'on n'en a pas encore reparlé, mais si on me demande, il y a des chances que je sois là. Ok, ça va. Bah, écoute, merci beaucoup, Sébastien. À bientôt. Ça marche. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci.